Salut DG de la Money League. À quelques jours de la date limite des transactions, je sors un peu du canevas de Overrated Podcast pour parler de Deadline. Pour ceux qui l'ignorent, MLCFR devrait enregistrer leur épisode spécial Deadline d'ici quoi de jours. Je pense que c'est d'ici le 17 février. Alors je n'interfère pas avec leur show et leur laisse l'analyse des mouvements récents et à venir. Aujourd'hui, je voulais analyser avec vous nos stats passés pendant cette période de l'année. J'ai reculé jusqu'à la saison 2010-2011 avant de me rendre compte que ça n'avait aucun sens. 2011, les Sabres gagnaient la coupe avec Christian Trépanier. Il remplaçait dans le fond, le dernier à l'avoir gagné, c'était Pipo à Toronto l'année d'avant. Sans farce, quand j'ai vu que j'allais mentionner une transaction avec Marek Zidlicky, Ryan Smith ou encore le renvoi de Pat Byrne, ça faisait aucun crise de sens. Il aurait fallu remettre en contexte les transactions et ce podcast aurait duré quelques heures. Bref, on va jeter un œil sur les stats en général. J'ai aussi relevé des échanges types d'un deadline par le passé. Ça fera peut-être bouger quelques noms supplémentaires la semaine prochaine. Fait que pour débuter, jetons un coup d'œil sur un tableau à l'écran. Ouais, vous allez voir que le tableau n'est pas très difficile. Oh, voilà. OK. J'avais un petit peu de difficulté avec mon tableau. Le voici à l'écran. Pour ceux qui sont en audio seulement, comme les dernières fois, c'est toujours mieux de l'écouter, de le regarder en même temps que vous l'écoutez. Pour revenir au tableau, dans le fond, c'est très simple. Les transactions entre 2011 et 2025, 2024 en fait, vous pouvez les voir ici. On peut facilement voir que jusqu'à 2019, la moyenne est à peu près de 22-23 transactions par date limite par deadline. Pendant la période de crise sanitaire, disons, entre 2021 et 2023, on peut voir que ça l'a augmenté. Exemple, en 2021, je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient chez soi, ou du moins, on n'avait pas les mêmes activités extérieures qu'on pouvait faire. Fait qu'on a battu un record avec 46 transactions. Moi, j'ai pris en compte pour les transactions, pas nécessairement juste la journée même ou pendant le show de MLCFR, mais bel et bien comme à peu près de 12 à 15 jours avant la date fatidique. Quand on regarde les statistiques en 2022, par exemple, on va prendre à partir de 2021, 46 transactions. 2022, 13. Je pense que ça coïncidait un petit peu à la fin du lockdown qu'on avait eu. 2023-2024, c'est quand même très intéressant avec 36 transactions puis 33 transactions. Mais ça reste quand même au-dessus de notre moyenne. Notre moyenne des 14 dernières années, c'est 26. Mais si on prend avant la période COVID, on avait atteint au-dessus de la moyenne de 26 seulement 3 fois dans les 10 ans avant. Fait que je crois vraiment que la tendance était à la hausse, mais c'était circonstanciel. Puis je dirais aussi qu'en 2023-2024, on a eu quelques nouveaux DJ. Fait que on essaie tout de mettre notre équipe à notre image. Ça a sûrement accentué le nombre de transactions. Pour les transactions majeures, on peut voir ici, j'ai juste pris en compte les 4 dernières années. Le 2021, 10, c'est un record des 4 années passées. 10 grosses transactions. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais vous en montrer quelques-unes. On passe de 10 à 1, à 5, à 8 l'an dernier. Puis ici, avec les petits astérix que j'ai mis à côté de la colonne des transactions, c'est les transactions effectuées pendant le show de MLCFR, ou du moins le retain, le forum était bloqué. Fait qu'on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont pu se mettre sous la dent pendant le show. Et puis les joueurs impliqués pendant les transactions, 2021, je ne reviendrai pas tout le temps, mais on sait qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on était tous présents pour échanger. Je pense que c'était notre hobby principal. On est passé de 110 joueurs, par exemple, en 2021, à 2022 à seulement 21. Fait qu'on peut voir... en fait, on peut faire une moyenne des 2 années. Regarde ensuite, on parle de 77 puis 64 joueurs. Les choix, ensuite repêcher, mais où est-ce que je tiendrais, je voudrais cibler votre attention plutôt, c'est pour les premiers choix. On peut voir que c'est pas tant une tendance d'échanger des premiers choix à la date limite des transactions. On le sait souvent, c'est au début d'année. Certaines équipes qui pourraient croire qu'une formation ne feront pas les séries vont tenter de prendre avantage ou du moins de gambler en acquérant un premier choix de leur rival.
Puis c'est un petit peu la même affaire pour les prospects. Là. On peut dire que c'est pas tant une tangente. Là, on parle d'une douzaine de prospects, peut-être 12 à 14 prospects par année. Ici, j'ai mis les top espoirs qui ont changé d'équipe pendant la période de deadline. En 2021, des Boldy, McMichael puis Dylan Duria. 2022, aucun. 2023, Mathieu Savoie. Puis en Mathieu Savoie, désolé. 2024, Shane Wright, Danielson, Ostlund. J'ai fait aussi un petit tableau pour les grosses transactions que je parlais. Si je reviens ici, là, dans les trades majeurs, là, mettons, on va prendre 2024 principalement. Là, c'est l'année passée, ça va être plus simple de juger la valeur d'une transaction. En 2024, Edmonton a été très actif. On peut dire qu'il a animé le show dans les 8 grosses transactions que j'ai ciblées dans la période de 20 jours avant la date limite de transaction. L'année passée, c'était le 20 février, la date limite. Fait que, en février, il a effectué 1, 2, 3, 4 des 8 transactions majeures. Ici en couleur, là, pour ça en audio encore là, désolé. Ça va être plus simple en visuel là, si vous voulez suivre facilement. On peut voir le 1er février, Edmonton avait échangé Kaprizov à San Jose contre Beniers et Danielson. Mais Kaprizov avait été rééchangé le jour même à Ottawa par les Sharks afin d'acquérir Clayton Keller et Alex Newhook. Edmonton, 2 jours plus tard, acquérait Timo Meier et David Edstrom. À ce moment-là, oui, Edstrom avait commencé contre Bernard Marchand. Puis Meier avait été rééchangé immédiatement à Montréal. Contre Otto Väinön, un premier choix en 2025, puis un 5e en 2024. Bon, je ne passerai pas toutes les transactions. Vous pouvez le voir ici à l'écran. Si vous voulez faire sur pause pour ajuster comme ici, je vais nommer celle de Détroit, quand même un gros trade. Mark Scheifele. Détroit acquérait Mark Scheifele et Jake Evans contre Shane Wright, Tyson Foerster, Oscar Sundqvist, Mikael Backlund, puis un 4e choix. Je vais passer bien vite, là, comme 2023. Je vais juste faire un spot check. Mettez ça pause si vous voulez voir ça, ces trades-là. Même chose pour 2022. Je pense qu'il y avait juste un trade, un trade majeur. Puis pour les trades un petit peu plus mineurs, ben pas les trades mineurs. L'année passée, je tenais à souligner c'est quoi la valeur d'un joueur de prêt ou du moins des transactions de type deadline. On peut voir ici. Alexiak, un gars de 30 ans qui avait une belle cote def, avait été échangé contre un 3, un 4, un 5 puis un 6. Mickey Anderson, qui n'était pas une transaction typique parce qu'il avait juste 24 ans, un défenseur défensif avec une bonne première passe. Il avait été échangé contre Ostlund, Nathan Smith, Tylen Fudden, 2e et 3e. Ensuite, toutes les autres, là, on peut voir, c'est des gars entre 27 et 30 quelques années. Des vétérans pour la plupart, qui ont des choix entre 3 et 7. Il y a seulement Daniel Sprong. Pourquoi je l'ai mis en rouge? C'était quand même un joueur 26 ans seulement, avec un potentiel middle six. Quand même un 2e puis un 3e écurie. Un trade raisonnable. Ouais, dans les dernières semaines, je me suis amusé à rentrer les transactions effectuées depuis septembre ou octobre 2019 par club. Par exemple, si on prend un club au hasard, ben peut-être pas au hasard, j'ai vu que Los Angeles demandait si on avait accès à ce type de fichier dernièrement. Si on prend, mettons, les Kings ici, c'est ça, 2019. Fait que là, on peut voir, mettons, qu'est-ce que ça ressemble, mettons, la transaction. Ça va un petit peu plus vite pour savoir c'est quoi le type de trade qu'un DJ recherche, voire même selon la période de l'année. Je ne passerai pas au travers toute la gang, là. Si les DJ veulent le voir, ou peut-être au début, peut-être que je vais faire ça pendant la saison prochaine, ou peut-être même cette année, avant la période, la période intense de recrutement du draft. Peut-être passer quelques clubs de même aléatoires, voir les transactions des 5 dernières années. Mettons pour Los Angeles ici, j'ai mis des petits astérix rouges, des gros deals que je considérais, là, comme en 2020, je dirais à peu près dans la période du draft. Il avait échangé Marco Rossi puis un 4e choix contre Joel Eriksson-Ek, Jimmy Drysdale puis Jonathan Berggren. Quand même une transaction qui change un petit peu l'image d'équipe. Si on va un petit peu plus loin, dans la même année, le 25 octobre, au début d'une saison, avec San Jose, Los Angeles lui avait envoyé Seth Jones, puis il avait acquis Aaron Ekblad puis Connor Timmins. Ekblad n'avait fait que passer. Un mois plus tard, il s'en allait à Seattle contre Firstov, Boychuk, un premier choix qui est devenu Chibrikov, un autre premier choix qui est devenu Hotman, puis un 5e.
Si on va un petit peu plus loin, mettons pour les Kings, ici, en 2022, le 11 janvier, il avait rééchangé Eriksson Ek. Ça, c'est un petit peu avant son éclosion. Il y avait acquis Kaliev, le gardien Justus Annunen, un prospect Berrioskin, puis un septième. Ça, c'est peut-être un trade qu'il aimerait sûrement revoir. En 2023, beaucoup de choix. J'appelle ça des. Ben, j'appelle ça. C'est des choix de draft, là, des pics, des pics, des pics. Toujours des pics. En 2024, un gros trade, ça, quand même. Je tenais à le souligner. En 2024, le 17 mai, un petit peu avant le repêchage, Los Angeles avait échangé le quatrième choix au total, qui est devenu Zane Parek, et un cinquième pick. Puis il avait obtenu un 13e au total, plus Will Coley et Joshua Roy. C'est un beau deal. Je ne peux pas dire qui a encore l'avantage. Ça va dépendre qui est devenu Zane Parek. Le 13e overall, je n'ai pas écrit dans le fichier le nom du joueur repêché, simplement parce qu'il avait rééchangé le choix. On peut le voir juste ici, là, une semaine après. Il avait rééchangé avec son 13e au total, avec un 2 puis un 3, pour aller acquérir Marco Rossi. Puis cette année, là, c'est encore trop tôt pour juger de la transaction. Fait que, avant de conclure, je tiens à mentionner quelques noms importants sur le market ML en ce moment. Draisaitl, Pasternak, Panarin, Tage Thompson, Vince Dunn, Josie, Zibanejad, Evander Kane, Marchman. J'ai vraiment hâte de voir qui d'entre eux vont bouger d'ici la semaine prochaine. Sans oublier des joueurs de type prêt qui entreraient parfaitement dans la catégorie des deals que je vous ai mentionnés plus tôt. Je pense à Gaudreau Backstrom, Iafallo, Cecchi, Zucker, Tatar, Marc-André Fleury. En voyant le classement aussi serré, par contre, dans la Money League en ce moment, je doute de voir 20-25 échanges cette semaine. Mais avec les noms entendus sous le marché, il y a assurément des mouvements qui pourraient faire basculer le classement d'ici la fin de saison. Alors, soyez à l'affût.